Et si on parlait de ce qui se passe dans la tête des entrepreneurs, en laissant de côté les posts LinkedIn qui se veulent inspirants? Dans le podcast En Off, produit par Shine, le compte qui libère le potentiel des pros, les entrepreneurs reviennent sur leur parcours et leur rapport à la santé mentale au travail. Sans tabou. Dans cet épisode, je reçois Claire Succo, fondatrice de la marque Meuf et autrice. Claire, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Tu es la fondatrice de Meuf, une marque de fringues féministes en pleine mutation. Je suis heureuse de te recevoir aujourd'hui pour que tu nous racontes ton quotidien d'entrepreneuse et ce qui t'a mise sur cette voie. Tu as créé la marque Meuf Paris en 2017, après avoir travaillé quelques années dans le cinéma. Pourquoi as-tu changé de voie ? J'ai un peu du mal à répondre parce que je pense que je reviendrai un jour au ciné. Donc à mon avis, c'était plus une espèce de parenthèse qui n'est pas encore terminée. Mais j'ai senti ce besoin déjà d'indépendance. Parce que dans le ciné, j'étais assistant réa, des choses comme ça, assistante prod, etc. Mais du coup, j'étais toujours... Enfin, c'était jamais mes projets, c'était les projets des autres. Et du coup, j'avais beaucoup de frustration, en fait, de donner beaucoup de mon temps et de mon énergie pour des projets avec lesquels j'étais pas forcément d'accord derrière, qui me plaisaient pas forcément, qui étaient pas forcément dans mes valeurs aussi. Enfin, c'est pas toujours évident, en fait, de bosser... je pense n'importe où quand on a pas mal de valeurs. Et dans le ciné aussi. Et voilà, donc c'était plus ça. Et puis après, j'ai eu cette idée, j'ai voulu tester, mais je pensais pas du tout que ça prendrait comme ça. Je me disais plus, je vais faire ça, puis on verra après. Mais voilà, et ça a pris très très vite, très fort. Donc j'ai dit, OK, on va faire quelque chose alors. Quelle était ton envie de départ ? Mon envie de départ, c'était de pouvoir afficher ce qu'on peut afficher en manif, mais au quotidien. Avec des messages parfois un peu plus subtils qu'en manif, effectivement, parce que sinon, on ne peut pas aller au boulot, quoi. Mais voilà, c'était de pouvoir afficher des messages et puis aussi se sentir soutenu entre femmes et donc faire partie d'une communauté qui est représentée par des vêtements. Mais finalement, les vêtements, c'est un prétexte. Et il y a bien plus que ça, en fait. Et c'est ça qui était incroyable et donc je suis le plus fière. C'est vraiment ce truc derrière où... les meufs, elles portent du meuf pour négocier leur salaire et mettre ça en dessous de leur chemise quand elles passent le permis. Enfin, c'est plein de trucs comme ça et ça fait... Enfin, c'est ouf. Et tu parlais d'avoir envie de créer tes propres projets et de ne plus travailler pour ceux des autres. Quel état d'esprit faut-il pour monter une entreprise aujourd'hui ? Je pense qu'il faut avoir envie, il faut avoir de l'envie, quoi. Beaucoup d'envie, croire en soi, croire en son projet et il faut vraiment être dans l'action, en fait. Il ne faut pas trop réfléchir. Je pense que, moi, en tout cas, c'est un truc qui peut vraiment retarder des projets. C'est si je me mets à trop réfléchir, à faire des PowerPoint, des machins. Enfin, le mieux, c'est d'agir. Et moi, Meuf, je l'ai lancé. C'est là, coucou, j'ai mis ça sur Insta et après, tout le monde m'a dit, tu peux pas juste mettre ça sur Insta. Mais au final, j'ai trouvé des solutions et j'ai fait en sorte que ça soit visible. Et après, les choses se sont faites un peu d'elles-mêmes. Mais j'ai quand même mis le coup de pouce du début et je savais pas du tout comment faire. Et j'ai pas théorisé, en fait. Et je pense qu'on théorise beaucoup, surtout en France, et qu'on gagnerait à être plus dans l'action. Et pour être dans l'action, tu dis qu'on théorise beaucoup. Est-ce que ça veut dire aussi qu'il ne faut pas forcément passer par un cursus business ou entrepreneurial pour pouvoir entreprendre ? Ouais, complètement. Moi, j'ai fait 6 mois à l'ESCP, la formation entrepreneuriat, mais c'est pas ça qui m'a appris ce que je sais faire aujourd'hui et ce qui me sert au quotidien. Ça m'a plus... ça m'a donné une certaine légitimité, mais pour moi-même, en fait, de me dire, OK, j'ai fait 6 mois dans ce truc-là, mais en vrai... mon expérience dans le cinéma m'a beaucoup plus servi que ces 6 mois-là, qui étaient vraiment très scolaires, justement. Et je pense pas que l'entrepreneuriat, ça soit scolaire, en fait, justement. Et surtout, si on veut construire les entreprises de demain qui sont différentes, en fait, et je pense que c'est ce qui est en train de se passer d'un point de vue global, ça sert à rien d'aller à l'école pour apprendre comment monter une entreprise. Il faut inventer nous-mêmes des nouvelles règles, quoi. Et qu'est-ce qui t'a servi du cinéma, justement, pour entreprendre ? Ce qui m'a beaucoup servi, je pense, c'est dans le ciné, il y a tout le temps des galères, il y a tout le temps des problèmes, il y a tout le temps un truc qui marche pas. Donc j'ai dû, quand je bossais dans le ciné, je devais toujours trouver plein de solutions, en fait. Et donc j'ai vachement musclé la partie du cerveau qui cherche des solutions. Et dans l'entrepreneuriat, c'est pareil, c'est toujours plein de galères, un photographe qui vient pas, qui répond pas, etc. Donc il faut toujours rester calme et trouver des solutions. Tu es aussi à la tête de Maison Demain. Combien de projets peut-on mener en simultané sans finir en burn-out ? Je sais pas, j'ai pas encore fini en burn-out, mais après Maison Demain, c'est un projet qui roule entre guillemets un peu tout seul.
En fait, c'est un atelier de fabrication. À la base, on l'a ouvert parce que nous, meufs, on voulait fabriquer en France. Et ensuite, on ne vend pas assez pour que 14 personnes travaillent toute l'année juste pour meufs. Donc, on a ouvert à d'autres marques, mais c'était aussi parce qu'on avait vu qu'il y avait un manque, en fait. Mais c'est très, très autonome parce qu'on a un chef d'atelier qui fait ça depuis 40 ans. Donc, ça roule un peu tout seul. Donc, je sais pas, c'est quelque chose... je passe pas des heures dessus chaque semaine. Enfin, ce qui me prend le plus de temps, c'est vraiment meuf. Là, pour le coup, j'ai pu frôler le burn-out quand j'ai écrit le livre en plus des 2 boîtes. Mais voilà, après, j'ai pas d'enfant. J'ai juste un chien, donc ça aide aussi, quoi. Tu as également écrit un livre, Meuf. Était-ce une étape nécessaire dans ta construction d'entrepreneuse ou ça n'avait rien à voir ? Alors moi, j'ai écrit depuis que je suis petite. C'est vraiment une passion. J'adore ça et j'ai écrit énormément. Et là, le livre Meuf, c'était un peu particulier parce que c'est une commande. C'est Larousse qui est venue me chercher. Avec cette commande-là qui était assez précise et j'avais quand même ma liberté dedans, mais l'idée c'était, au début ils m'ont dit est-ce que tu peux faire meuf en livre ? Donc j'ai pas compris tellement la consigne et je leur ai fait une proposition où je me suis dit ok, je vais parler de plein de sujets qui concernent les femmes et qu'on aborde sur meuf en gros, mais où je partirais de mon expérience personnelle. Et en fait, du coup, le livre, il y a vraiment deux parties. Il y a toute une partie où c'est vraiment mes expériences personnelles à chaque début de chapitre. Et puis après, j'enchaîne avec des statistiques, les avis des autres, etc. Cette deuxième partie a été très compliquée pour moi parce que justement, c'est très, très scolaire et c'était utile et nécessaire pour ce livre-là, mais loin de ce que moi, j'ai envie de faire. Et donc, si demain, j'écris un autre livre, je sais que ça, j'ai pas envie de le faire, quoi. Le côté un peu livre de bien-être, moi, je suis plus... toutes les parties de mon livre qui sont écrites à la première personne, c'est plus littéraire, on va dire. C'est plus avec les émotions, etc. C'est plus ma manière de faire. Et est-ce qu'il est plus difficile d'écrire un livre ou de diriger une entreprise ? Franchement, les deux ont des moments difficiles. Je pense que c'est plus difficile quand même d'avoir une entreprise. Mais le livre, c'est aussi... c'est autre chose, en fait. Le livre, ça secoue beaucoup. Donc, émotionnellement, ça peut être compliqué, ouais. Et est-ce que c'est compliqué aujourd'hui de gérer une marque engagée ? Dans un sens, c'est compliqué parce que les gens ont beaucoup d'exigences, du coup, quand on commence à dire qu'on est engagé. Mais en même temps, je trouve ça légitime et je comprends. Et je trouve ça bien, en fait, qu'on aille aussi vers ce monde-là où les entreprises sont obligées d'être très, très, très transparentes. Après, c'est vrai que c'est aussi que parfois, les gens ont des fausses idées. Par exemple, sur le Made in France... Nous, évidemment, on fait les choses hyper bien. On est Origine France Garantie, mais il y a plein d'ateliers clandestins en France, en fait. Les gens, ils pensent que c'est Made in China, c'est horrible, et en France, tout va bien, mais il y a des ateliers en France qui ressemblent à des ateliers en Chine. Sauf qu'il n'y a pas d'enfants, mais j'en ai jamais vu, heureusement. Mais franchement, il y a des gens qui travaillent dans des très mauvaises conditions en France. Donc c'est ça qui est compliqué aussi avec toutes les valeurs. Là, je parle plus de l'éthique, du côté éthique. Du coup, les gens vont comparer les prix en disant « mais eux aussi fabriquent en France ». Oui, mais dans quelles conditions, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Donc c'est toujours, faut toujours un peu se défendre. Mais après, nous, chez Meuf, de moins en moins, parce que voilà, maintenant les gens nous connaissent, ils savent que nos démarches sont sincères aussi. Et quel type de dirigeante es-tu ? Qu'est-ce que tu aimerais que les gens qui travaillent avec toi disent de toi ? Moi, en tant que fondatrice de marque, moi, mon boulot, c'est de donner l'énergie, en fait. C'est donner l'énergie à tout le monde pour que les choses se passent comme il faut. Donc évidemment, après, je ne fais pas que ça. Je ne suis pas juste donneuse d'énergie, ça serait bien. Mais en tout cas, c'est un truc important et j'espère que c'est ce qu'on retient, ouais, que je donne de l'énergie, qu'on a envie de me suivre, quoi. On associe souvent entrepreneuriat et performance. Et la course effrénée à donner toujours plus a même longtemps été un maître étalon de la réussite dans les startups. Que t'évoque, toi, cette notion de performance et quel rapport est-ce que tu entretiens avec ce sujet ? Moi, je me suis rendu compte que la performance, c'est pas le nombre de temps que tu vas passer à travailler. Il y a des journées où je pense que je bosse 1 heure. Et en fait, j'ai une super idée ce jour-là parce que j'ai pris le temps d'aller me promener, de m'écouter quand j'ai besoin de... Enfin, je pense que mes meilleures idées, je les ai eues en me baladant à la plage parce que j'en pouvais plus et que j'avais besoin d'air. On court trop justement derrière des performances alors qu'il y a des journées de 20 minutes qui sont plus efficaces que des journées de 12 heures, quoi. Donc après, c'est des process, c'est un cheminement. Il y a des journées de 12 heures où on se dit « Ah, j'ai bossé, ça sert à rien ». Puis le lendemain, on bosse 20 minutes et en fait, ça débloque ce qu'on avait fait la veille. Donc les deux sont utiles. Mais en tout cas, moi, j'essaye de me dire, comme je te disais tout à l'heure, de me dire qu'est-ce que c'est les entreprises de demain aussi pour les gens qui y travaillent et pour les dirigeants aussi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que justement, on est obligé de toujours courir après plus de chiffres ?
Et est-ce que l'idée, c'est pas juste qu'on soit tous bien dans notre job et qu'on fasse des choses bien pour la société, et sans forcément vouloir progresser plus, vendre plus, etc., quoi. C'est pas obligatoire non plus, en fait. Et donc la performance, pour toi, c'est plutôt négatif ? C'est plus que je pense qu'il faut définir soi-même qu'est-ce que ça veut dire, en fait, être performant pour soi et donc pour sa boîte. Et moi, je sais que pour Meuf, si une journée où j'aide plein de femmes et que je fais 0 € derrière, bah, pour moi, c'est aussi de la performance, entre guillemets. Enfin, la performance se mesure pas forcément qu'aux chiffres et qu'aux heures de travail, c'est ça que je veux dire. Ça peut aussi se mesurer à l'impact, en fait. Et tu parlais de journées qui font 20 minutes, alors j'imagine bien que ce n'est pas ton quotidien. Mais est-ce que tu essayes justement de beaucoup t'écouter et d'avoir un rythme qui suive aussi un peu ton rythme naturel et de ne pas t'astreindre à bosser 12 heures par jour ? Ouais, complètement. Ouais, j'essaye quand je peux, quand c'est possible. C'est pas toujours possible, mais déjà, j'essaye beaucoup de faire attention par rapport à mon cycle menstruel parce qu'on a des phases, en fait... quand on est une femme, on a des phases, il y a 4 phases dans le cycle et en fonction de ces phases-là, on n'a pas du tout la même énergie et on n'est pas du tout... Enfin, on peut tout faire tout le temps, mais on est plus ou moins apte à faire certaines choses. Par exemple, il y a des moments où on va être plus sociable, d'autres moments où ce sera plus un moment pour faire de la paperasse, etc. Donc, j'essaye vachement de respecter ce rythme-là autant que possible. Après, c'est pas toujours possible. Des fois, j'ai des interviews et j'ai mes règles et j'ai pas du tout envie de parler à des gens, mais je me force, quoi. Donc ça va, je suis quand même capable. Mais en tout cas, quand je peux, j'essaye de le respecter. Et après, au sein d'une journée, j'hésite pas aussi à m'écouter si à un moment donné, je sens que j'ai besoin de pause, d'aller faire même des fois, je fais des siestes. J'essaye vraiment de m'écouter là-dessus, d'aller marcher s'il faut, et parce que j'ai déjà observé que ça fonctionnait bien, en fait. Donc, il faut vraiment s'écouter et justement lutter un peu contre cette espèce de pression à toujours bosser, à toujours rester devant son bureau, etc. Enfin, voilà. Quels sont tes rituels, tes habitudes qui te permettent vraiment soit de recharger tes batteries, soit de passer l'éponge sur quelque chose qui s'est mal passé ? Je pense que ça va être plus ou moins comme tout le monde, mais déjà, il y a le sport. Le sport, moi, ça m'aide énormément à enlever le stress, etc. La marche, j'ai un chien qui a besoin de marcher 1 heure par jour, donc déjà, j'ai pas le choix. Et en fait, des fois, j'ai vraiment la flemme d'aller le balader, et à chaque fois, à la fin, je me dis, heureusement qu'il est là. Parce que marcher, franchement, c'est le truc tout bête, mais marcher, ça fait tellement du bien. Ça fait vraiment circuler aussi le sang dans le cerveau, et du coup, j'ai l'impression que ça aide aussi à bien réfléchir. Et après, moi, la nature, c'est un truc dont j'ai besoin souvent. J'adore être en ville et je ne me verrais pas vivre à 100% en campagne. Mais par contre, j'ai besoin d'aller souvent recharger les batteries au contact de la nature, des animaux et tout ça. C'est quelque chose qui me fait du bien. Ta marque Meuf est en pleine transition. Tu as annoncé il y a peu sur les réseaux sociaux qu'elle allait bientôt prendre un nouveau tournant. Est-ce un échec pour toi ou est-ce une mue inévitable et souhaitée ? C'est pas du tout un échec, c'est vraiment une mue. J'aime bien d'ailleurs, je n'ai pas pensé à ce terme, il est cool. C'est une mue qui était nécessaire et je peux pas en dire beaucoup, mais voilà, ça vient d'un besoin profond pour moi, en fait, d'un changement, d'aller beaucoup plus loin dans mon engagement. Et les contours sont encore un peu flous, mais voilà, je pense que j'ai eu vraiment une idée qui peut être chouette et je pense que la Meufia suivra. Donc voilà, ça me fait flipper de ouf, hein. Et c'était super dur de faire ce truc-là, mais je sentais au fond de moi que c'est ce qu'il fallait faire. Donc je l'ai fait et voilà, on va voir. Mais quelle relation, toi, tu entretiens avec la notion d'échec ? Est-ce que tu en as déjà vécu beaucoup dans ta vie d'entrepreneuse ou même dans ta vie avant, dans le cinéma ? Ouais, je trouve que déjà, l'échec, on a tendance à le voir comme quelque chose de négatif, alors qu'en vrai, il faut échouer plein de fois dans sa vie, parce que c'est comme ça qu'on apprend plein de choses et que c'est jamais vraiment des échecs, quoi. C'est toujours des apprentissages sur soi au moins, et souvent sur les autres et sur plein de choses. Donc moi, j'ai pas trop de problème avec l'échec. Après, comme tout le monde, hein, on préfère quand tout va bien et qu'il n'y a pas de problème. Mais quand il faut et qu'il y a des problèmes, j'essaye toujours de me dire que c'est une phase et que ça va forcément m'apporter des choses et me faire grandir, quoi. Donc l'échec comme une opportunité. Mmh, complètement. Et en France, c'est compliqué un peu ça. Aux US, ils ont vachement plus cet état d'esprit. Enfin, dans les entretiens d'embauche, ils demandent de raconter les échecs, quoi. En France, si on raconte vraiment nos échecs, on n'est pas embauché, je pense. Donc, Tu parlais de l'entreprise de demain. À quelle exigence doit répondre l'entreprise de demain ? Je pense qu'on doit se poser pas mal de questions pour un peu refaire les choses
différemment. Aujourd'hui, l'entreprise, elle doit tenir compte du bien-être et de la santé physique et mentale de ses salariés et qu'il faut évoluer avec le monde qui évolue beaucoup. Il y a eu le Covid, ça a changé beaucoup de choses dans l'état d'esprit des gens. Et je pense qu'il faut vachement s'adapter à ça. Et pour moi, les entreprises qui réussiront demain, c'est celles qui seront pas forcément à la recherche de plus de chiffres, plus de performances, mais juste d'être bien financièrement et que tout le monde soit bien aussi, c'est-à-dire que les gens aient le temps de faire autre chose que de travailler pour qu'ils soient bien engagés dans leur travail. Que quand on est malade, on ne soit pas obligé d'aller au boulot parce que sinon on perd 2 jours de salaire. Enfin, moi, ça, par exemple, c'est un truc que j'ai toujours fait. Quand mes salariés étaient malades, je leur donnais toujours les 2 jours, qu'on perd là, de carence. Je trouve ça tellement... En fait, si quelqu'un n'est pas bien, je préfère qu'il ne vienne pas au bureau, que déjà il ne contamine pas tout le monde, et surtout qu'il se repose et voilà, qu'il ne se force pas pour l'argent, quoi. Donc, c'est plein de choses comme ça. Enfin, ça peut aussi être toutes les questions sur le congé menstruel, par exemple. Moi, je sais qu'en général, le premier jour de mes règles, je ne travaille pas, quoi. Et je peux le faire parce que je suis chef d'entreprise. Mais en fait, je ne vois pas pourquoi ça ne s'appliquerait pas à toutes les femmes. C'est quand même compliqué, quoi. Enfin, surtout pour certaines personnes plus que d'autres. Mais je pense que c'est plein de choses comme ça qu'il faut réfléchir. Et c'est des choses qui vont prendre un peu de temps, mais je pense que c'est déjà un peu en mutation. Quelle place accordes-tu à ta santé mentale pour toi, mais aussi pour tes équipes? Est-ce qu'il y a des actions que tu as mises en place? Pour moi, la santé mentale, c'est tout aussi important que la santé physique. Malheureusement, c'est très tabou. Et le tabou exacerbe le problème. Parce que du coup, les gens n'en parlent pas et attendent d'aller vraiment très très mal pour se faire soigner ou se faire prendre en charge. J'ai plusieurs proches qui souffrent de graves problèmes de santé mentale. Donc je connais bien. Voilà. Et je pense qu'on peut tous avoir un moment dans notre vie où ça va pas sur la santé mentale. Je sais pas pourquoi, quand on a un accident de voiture, on nous offre des fleurs à l'hôpital et quand on a un accident dans le cerveau, en gros, on dit qu'on est nul et que c'est de notre faute, quoi. C'est un peu dommage. Donc voilà, moi j'essaye en tout cas de pas véhiculer cette image-là déjà et de montrer que c'est pas tabou. Si tu me dis que tu as une dépression, je vais pas dire « Ah oui, bah ça va, tu pourrais te bouger ». Enfin, voilà, ce que la plupart des gens pensent, malheureusement. Donc là-dessus, voilà, j'essaye de beaucoup me renseigner et d'être à l'écoute et de montrer que c'est pas être faible que de parler de santé mentale. Au contraire. Je pense que c'est plutôt être fort aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit, avec les clichés qu'il y a sur la santé mentale. Les gens qui prennent la parole dessus, pour moi, sont très, très, très courageux. Et dirais-tu que toi, tu mènes une vie équilibrée aujourd'hui ? Ça dépend des moments. Mais j'essaye, en tout cas, au maximum. Mais sans me conformer à des règles aussi. Je n'ai pas une routine, genre je fais mon sport à telle heure, etc. En fait, c'est aussi être très, très à l'écoute de mes besoins en permanence. Est-ce que l'empathie est une qualité que toutes les dirigeantes et dirigeants d'aujourd'hui devraient développer ? Oui, complètement. Je pense que c'est une qualité qu'on a tous, qu'on ne dit plus féminine, mais pour moi, c'est vraiment de l'éducation. Et c'est vraiment genre comment nos sociétés sont construites, qui fait que les hommes peuvent paraître moins empathiques, mais ils ont complètement les mêmes facultés à la base. Donc, ils peuvent clairement développer de l'empathie comme nous. Et oui, c'est vraiment, pour moi, c'est ce qui peut faire en sorte que les choses aillent mieux dans le monde, pour la planète et tout ça, quoi. C'est l'empathie, ouais. Et pour rebondir sur l'empathie, que penses-tu qu'il manque aujourd'hui aux patrons et patronnes de start-up notamment, pour faire aussi de ce milieu de l'entrepreneuriat un milieu un peu plus inclusif? Franchement, le milieu des startups, c'est un milieu compliqué parce que c'est 98% de gens très, très privilégiés. Moi, je ne faisais pas partie de ça parce que je viens d'un milieu très modeste et tout ça, mais c'est vrai que ce qui est énervant, c'est que de l'extérieur, on fait croire à tout le monde que c'est possible, alors que de l'intérieur, c'est pas vrai, en fait. Enfin, si, c'est possible, mais c'est beaucoup plus dur pour certaines personnes que pour d'autres. Et donc, pour moi, les gens qui font partie de ce système-là, donc qui sont des dirigeants de start-up qui sont privilégiés, c'est eux qui doivent aussi faire un pas pour donner des coups de main, ne pas se donner des coups de main que entre eux, aussi valoriser des projets qui sont lancés par des minorités ou des gens qui viennent pas de milieux privilégiés comme eux, en fait. Et ça, clairement, ça pourrait aider, ouais.
Moi, quand je me suis lancée, du coup, j'avais pas du tout de réseau. Voilà, enfin, je sais que j'aurais été la fille de je ne sais quel dirigeant français. Tout de suite, j'aurais été distribuée partout. J'aurais été dans tous les médias. Ça aurait été beaucoup plus facile, en fait. Après, moi, du coup, je suis encore plus fière de moi parce que je l'ai fait sans personne. Mais voilà, enfin, ne serait-ce que pour diriger des statuts de société. 98% des gens que je connais qui sont dirigeants de start-up, ils ont un oncle, quelqu'un qui l'a fait pour eux. Moi, j'étais là en mode, mais c'est quoi ce truc, enfin, à me taper toute la paperasse tout seul, etc. Donc, c'est aussi... Enfin, je pense que c'est se sentir les contacts et les petites aides en mode ça, tu fais ça comme ça. Mais c'est aussi, je pense, avoir grandi dans un milieu qui te dit que tu peux le faire. Et ça, c'est pour moi le plus important. En fait, c'est... Quand tu viens pas de ce genre de milieu, t'as pas l'impression que c'est possible parce que déjà, tu vois pas tes parents le faire ou ton entourage. Et donc, tu dis que c'est pour d'autres gens. Et c'est plus ça, en fait, qui est énorme. C'est la confiance que ces gens-là, ils peuvent avoir en eux et en leurs capacités. Et qu'est-ce qui a été le plus difficile au début pour toi de l'entrepreneuriat ? Est-ce que c'était justement ce manque de confiance, ce manque de réseau ? Moi, après, les choses se sont quand même bien passées. Donc, je ne peux pas dire qu'il y a des choses qui étaient difficiles. Mais j'ai dû me battre. Mais c'est plus contre moi-même, contre cette idée-là que je ne suis pas légitime, en fait, de ça. Après, ça a vite pris. Donc, j'ai vite vu que, si, c'était légitime. Et puis, après, les choses se sont faites comme ça. Donc, il n'y a rien eu de très, très, très difficile quand même. J'ai plutôt eu de la chance. Et on a parlé de performance et d'échec, mais on a oublié l'autre grand buzzword de l'entrepreneuriat qui est la productivité. Est-ce que c'est une notion importante pour toi, de la même manière que pour la performance, quelle est ta relation à la productivité ? Et que penses-tu des ayatollahs de la productivité qui officient sur LinkedIn et en librairie ? Je pense qu'on a des phases dans notre vie où on est plus ou moins productif. C'est très lié aussi à notre corps. Ça peut aussi être très lié à... si on est au printemps, en hiver, etc. Je pense qu'on est très différents aussi et on ne tient pas assez compte de ça, en fait. Qu'à la base, on est des animaux qui avons besoin d'un rythme naturel. Et oui, en hiver, on va être moins efficace qu'en été. On va plus manger qu'en été parce que c'est ce dont on a besoin. Et je pense sur la productivité, ça joue beaucoup. Et peut-être qu'aussi, c'est quelque chose qu'il faudra revoir dans les entreprises de demain. C'est est-ce qu'on n'ajuste pas aussi en fonction de plein de choses, en fait, en fonction des saisons, etc. Donc là, les ayatollahs de la productivité me détesteraient. Mais moi, je crois plus à quelque chose vraiment où on s'écoute, en fait. Je pense que si tout le monde s'écoutait, le monde irait beaucoup mieux. Et est-ce que si tout le monde s'écoutait, on arrêterait de travailler en entreprise ? Non, je pense pas. Je pense pas. Je pense qu'il y a des gens qui sont faits pour lancer des entreprises, d'autres qui n'ont pas envie de ça. Mais c'est juste qu'il faut redéfinir vraiment l'entreprise et aussi cette espèce de hiérarchie, de rapport de force. La hiérarchie, je pense qu'elle est nécessaire, mais dans une moindre mesure, quoi. Et je pense que le Covid, il a lancé un bon pavé avec ça, en mode où les gens veulent faire du télétravail, etc. C'est aussi un besoin d'indépendance dans son travail, finalement, et de ne pas être surveillé. Et voilà. Donc c'est plus... Moi, je l'ai vu plus comme ça, le besoin de télétravail de mes salariés. J'ai observé qu'elles étaient plus efficaces. Alors, pas si c'est tout le temps, mais je pense qu'il y a un bon mix à trouver, quoi. C'est d'avoir une hiérarchie moins écrasante, moins présente ? Ouais. Après, moi, j'ai eu tendance au début à mettre pas du tout de hiérarchie. Et c'est pas une bonne idée non plus. Parce qu'en fait, il faut quand même un peu. Il faut quelqu'un qui lead, qui donne quand même... quelqu'un de qui on ne peut pas discuter les ordres. C'est quand même important. J'aurais bien aimé que ça le soit pas, mais c'est important. Et ça, c'était un peu une erreur que j'ai fait au début. Et voilà, les salariés, c'est pas tes amis. Et il faut quand même mettre une hiérarchie. Même si on a 5 ans d'écart et que notre taf est trop cool et que on se marre à faire des shootings, etc. Il faut garder cette distance. C'est pas toujours évident. Et les ressources humaines sont quand même généralement le parent pauvre de l'entrepreneuriat, enfin, surtout de la start-up. On est rarement formé à accompagner une équipe, à accompagner des gens. Comment est-ce que toi, tu as appris ? Est-ce que tu aurais un conseil à donner à d'autres sur ce sujet-là très précis de la gestion d'une équipe ? Ouais. Je pense que moi, j'ai appris un peu dans la douleur. Hein. Donc, j'ai appris en faisant des conneries et en me disant « Ah merde, j'aurais pas dû faire ça comme ça ». Mais bon, c'est une manière d'apprendre. Il faut faire ses propres expériences. C'est compliqué parce que c'est de l'humain. Donc, il n'y a pas de règles et il faut réussir à s'adapter à chaque humain. Moi, je pense que je suis pas une très bonne manageuse dans le quotidien. Et ça, c'est un truc que j'ai appris aussi à déléguer, du coup.
que moi, je vais être vraiment plus à parler de la vision, à donner l'énergie, etc. Mais après, découper une tâche pour les gens, c'est un truc... voilà, il y a plein d'étapes qui me paraissent évidentes, qui ne le sont pas forcément. Donc ça, j'ai dû apprendre aussi à calmer un peu mon rythme quand je parle avec mes équipes. Parce qu'au début, j'ai pu être un peu angoissante, en fait. Parce que pour moi, c'est facile, on fait ça comme ci, comme ça. Et parce que dans ma tête, c'est très clair. J'arrive pas bien à l'expliquer aux autres. Et du coup, ils se disent, oh là là, mais... Et je sais que j'ai pu être source de stress à cause de ça. Donc je pense que ça, c'est vraiment un truc auquel il faut faire attention en tant que dirigeant. C'est bien comprendre comment fonctionne la personne, de quoi elle a besoin pour bien travailler. Et ça peut être des besoins très différents des nôtres, en fait. Moi, je ne suis pas du tout quelqu'un qui a besoin de tout écrire, etc. J'ai découvert que voilà, y en a qui ont besoin et il faut quand même leur laisser le temps de bien faire les choses. Donc, observer, pas hésiter aussi à poser des questions sur le fonctionnement de la personne pour mieux se comprendre, pas hésiter à parler. Nous, on avait fait un truc qui était bien à un moment donné, c'est qu'on avait pris une coach justement pour toutes les questions RH. Et c'était super intéressant. Mais après, bon, ça demande un peu de moyens et c'est pas un truc que j'aurais pu faire au début. Mais c'était quand même super intéressant de parler avec un professionnel, etc. Parce que vraiment, comme tu dis, c'est vraiment des choses dont on ne parle pas, qu'on t'apprend nulle part. Et c'est le truc le plus important, en fait. Parce que c'est les gens qui vont faire ta boîte. Donc, évidemment, qu'ils sont importants et qu'il faut prendre soin d'eux et qu'il faut savoir comment se positionner, etc. Donc... c'est le plus important et c'est ce que j'ai le plus appris sur le tas, quoi. Et pour conclure, à quel moment est-ce que tu estimeras que ta mission est accomplie ? Franchement, je sais pas. J'en parlais avec des amis il y a pas longtemps, justement, et j'en sais rien. Je sais pas. Je pense que je le sentirai quand ça sera OK pour moi. Mais j'ai de très grandes ambitions pour cette mission. Donc, je sais pas si j'y arriverai. On va essayer. Et ben, on te le souhaite. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Claire, pour cet échange. Avec plaisir. Ce podcast vous a été présenté par Shine, le compte qui libère le potentiel des pros. Envie de découvrir plus de témoignages ? Écoutez les autres épisodes d'En Off. Et si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à ajouter des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée.